Nous sommes donc sur cette dernière session du cycle Entrer en amitié avec nos émotions, euh, dont le titre, ce sont les points clés de la méditation, l'intention et la motivation, et c'est la partie 2 de ce petit cycle. Donc, merci à toi, Frédéric. Bonsoir à tous, et puis je voudrais commencer par vous remercier d'avoir gentiment accepté le changement de jour qui est lié simplement à un emploi du temps qui s'est intensifié pour moi depuis la semaine dernière. Mais je tenais évidemment à maintenir cette dernière session pour clore ces presque 20 sessions qu'on a conduites depuis le début du confinement, avec tout ce qu'ils souhaitaient, en espérant que ça a pu leur apporter au moins du réconfort pendant un temps, qu'ils en garderont les bénéfices et qu'ils sauront les faire fructifier par la suite. Euh, donc on va aborder la deuxième partie de l'enseignement de Miguel Rinpoche sur l'intention et la motivation. Et pour commencer, je voudrais vous proposer une courte session de méditation qui sera un tout petit peu plus analytique et nous permettra peut-être aussi de contempler en nous ce qui relève de l'intention et de la motivation, euh, et qui nous conduit finalement à nous rassembler en ligne ce soir et qui nous a conduit au fond depuis le début du confinement à nous réunir 2 fois par semaine euh, jusqu'à cette session pour méditer ensemble. Voilà. Donc pour commencer, je vous invite à fermer les yeux et à vérifier votre posture. Je vous rappelle que les 2 points importants de la posture, comme le dit toujours Mingyur Rinpoche, sont le dos droit et souple et les muscles du corps détendus. Donc pour vous assurer que votre posture est confortable, que vous soyez assis sur un coussin, ou sur le sol, sur un coussin, ou bien sur une chaise, ou bien dans un canapé, l'important est simplement de vous assurer que vous êtes en fait stable et confortable. Il s'agit de respirer aussi naturellement que possible, sans chercher à maîtriser nécessairement le rythme de la respiration, mais en essayant d'entrer en contact avec une forme de détente, de confort, d'aide, d'espace, de respiration. Après une longue journée ou une longue matinée, selon où vous vous trouvez. Et pour commencer, comme nous le faisons d'habitude, nous allons réfléchir aux raisons qui nous ont conduits à nous connecter ce soir à cette session de méditation, en les formulant avec nos propres mots à nous, de la manière la plus simple et la plus honnête qui soit. L'important pendant cette phase de la méditation n'est pas tant les mots que l'on met sur les émotions, les désirs, les aspirations que nous avons, mais bien plus la conscience que nous avons des raisons et qui sont à l'origine même de ces raisons. Le fait que nous souhaitons tous connaître le bonheur et les causes du bonheur et être libre de la souffrance et des causes de la souffrance.
Pensez pendant quelques instants que ce désir est partagé par les 27 personnes qui sont connectées ce soir. Ah, euh, euh, je dois juste augmenter le micro, excusez-moi. Je vais le faire tout de suite. Voilà, normalement, vous devriez m'entendre davantage. Pardon. Donc, pensez simplement au fait que nous sommes 27 à être réunis ce soir, 28, et que nous partageons tous ce désir, quelle que soit la manière dont nous le vivons d'une part, mais dont nous l'exprimons aussi d'autre part. Et que ce désir est partagé par tous les êtres que nous connaissons, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, mais aussi par tous les êtres que nous ne connaissons pas, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, et bien d'au-delà de notre monde connu. Puis à présent, nous allons prendre quelques instants pour simplement laisser l'esprit demeurer dans la conscience ouverte, simplement être présent, ici et maintenant, dans l'espace dans lequel nous nous trouvons, et laisser les phénomènes, quels qu'ils soient, tels qu'ils sont, apparaître, demeurer et disparaître, sans pour autant que cela vienne teinter la qualité même de notre conscience, sans que cela vienne perturber la stabilité, la clarté, la beauté et l'ouverture même de notre conscience.
Et à présent, pensez au dernier moment où vous avez senti un fort désir de vouloir méditer, au moment où vous avez senti un vrai désir de vous engager dans la méditation, qu'il s'agisse du premier jour où vous avez découvert la méditation, ou qu'il s'agisse d'un jour plus récent, et de la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé, de la manière dont s'est manifesté en vous ce désir, ce que ce désir a engendré en vous, les sensations particulières, les sentiments particuliers, la curiosité, la joie, la surprise, l'étonnement. Essayez de vous remémorer l'état d'esprit, les sentiments que vous aviez alors. Et à présent, essayez de réfléchir aux causes qui ont donné naissance en vous à ce désir, à cet engagement pour la méditation, à ce moment précis que vous contempliez il y a quelques instants. Est-ce que ces causes étaient liées à un événement particulier, à des difficultés particulières? Il s'agit simplement de voir le lien entre ces causes et la naissance même de ce désir, de cette aspiration.
Et à nouveau, laissons l'esprit demeurer dans la conscience ouverte. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à méditer. Simplement être ici et maintenant, en l'instant présent, quel que soit ce qui s'élève. La conscience demeure vaste, ouverte et claire. Donc voilà pour cette session de méditation qui était aussi une forme d'introduction à la méditation analytique. Si vous avez des questions, je serais ravi de pouvoir essayer d'y répondre avant que l'on découvre le nouvel enseignement de Mingyur Rinpoche en vidéo. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez vous exprimer en parlant. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi écrire votre question dans le chat. Et s'il n'y a pas de questions, c'est que tout était parfait. Enfin, s'il y a des questions, tout était parfait quand même. Il y a une question, je ne sais pas si tu la vois, Frédéric, c'est de Nicole, dans le chat. Ah, méditation analytique et contemplation, c'est la même chose, oui, exactement. Il s'agit simplement d'amener à l'esprit une situation plus... il ne s'agit plus de poser simplement l'esprit sur un support, mais on pourrait dire que c'est une sorte de réflexion, mais on appelle ça méditation analytique d'abord parce qu'on analyse la situation d'une certaine manière, puisque là, par exemple, je vous ai invité à analyser d'une certaine manière les conséquences de ce désir qui ont pu donner naissance à une forme d'excitation, de curiosité ou toute autre chose. Et puis les causes de ce désir, qu'il s'agisse de difficultés particulières que vous ayez rencontrées, qui ont donné naissance à ce désir. Mais ce qui est important, c'est que cette réflexion, elle s'inscrit vraiment dans le cadre de la méditation. Au moment où on a d'abord commencé par laisser l'esprit demeurer dans la conscience ouverte, c'est-à-dire essayer de trouver une forme d'espace et de calme, de se relier à cette naturelle ouverture et à cette forme de paix naturelle qui est déjà présente en nous et à laquelle on essaye de se relier constamment dès lors que l'on médite, avec ou sans support. Et puis, on termine également la méditation analytique ou la contemplation de la même manière. Et c'est vrai que cela donne finalement à ce qu'on pourrait appeler une réflexion personnelle ou une réflexion intérieure, mais cela donne très probablement l'espace à cette réflexion nécessaire pour qu'elle se fasse de la manière la plus utile et bénéfique qui soit, et la plus souple aussi qui soit. Alors, entre-temps, il n'y a aucune question dans le chat, ni aucune main levée. Ah, ça y est. Est-ce que tu souhaites que je la lise?
Ah, je peux la lire. Quand vous dites de se... Ah, il y en a une qui arrive tout de suite. Quand vous dites de se rappeler de notre première expérience de méditation, c'est difficile car on ne sait pas méditer. Oui, pour la motivation, la première expérience est souvent décevante. En fait, c'est la raison pour laquelle je vous ai invité à réfléchir, à penser à la situation qui vous a conduit à méditer plus qu'à la qualité même de la méditation et de l'expérience que vous avez faite. L'idée, c'était vraiment de réfléchir à un moment spécifique le moment spécifique qui précède justement l'expérience même de la méditation. Donc on pourrait dire que ce moment spécifique, en fait, c'est un moment où on n'est pas en méditation, mais c'est une expérience qu'on a vécue en tant que telle, parce que j'ai rencontré telle ou telle situation, ça m'a donné l'envie ou le désir de méditer, et je me suis engagé dans la méditation. Alors peut-être que l'expérience était décevante, mais par la suite, j'ai eu envie d'explorer, d'écouter des enseignements et de m'impliquer davantage. Donc, on reparlera évidemment des qualités de la méditation si besoin, enfin, de l'expérience de la méditation en tant que telle. Mais là, la méditation analytique, elle porte vraiment sur le moment qui précède en tant que tel l'expérience même. Et l'idée, c'est de réaliser au fond que l'inspiration, l'aspiration et la motivation sont en fait présents dans notre vie à tout moment, que l'on médite ou non. Et c'est, je crois, l'un des enseignements forts de Mingyur Rinpoche, de nous montrer qu'à tout moment, en fait, déjà dans notre vie, même si on est peu ou prou impliqué dans la méditation, on a déjà des expériences qui y sont associées et qui y sont associables. Ah, alors, juste avant, il y avait du coup beaucoup d'émotions à se rappeler. Oui, mais c'est bien. En même temps, c'est parce que ces émotions, elles étaient probablement déjà présentes à ce moment-là. Et il s'agit simplement de les contempler et de voir le lien que ces émotions ont avec notre aspiration. Euh, j'ai une tendance à trop partir dans la réflexion au sujet des causes qui amènent à vouloir méditer. Dois-je revenir à ce moment dans la conscience ouverte? En fait, alors, si, si vous restez au fond sur le sujet de la réflexion, on ne peut pas dire que vous partez d'une certaine manière. Mais à partir du moment où vous avez conscience de la richesse et peut-être le trop de réflexion, mais c'est toujours la richesse de ces réflexions qui se met en place, mais que vous êtes présente à ces réflexions, alors il n'y a aucune raison de vouloir arrêter. Mais si ces réflexions semblent vous peser, alors n'hésitez pas à lâcher la contemplation, le sujet de la contemplation, laisser l'esprit demeurer dans la conscience ouverte et recommencer. Laisser les pensées venir en lien avec la cause du début de la méditation, d'une certaine manière, c'est une possibilité, mais l'idée, c'est qu'il y a aussi un engagement et une volonté de penser à cette situation dans laquelle on s'est trouvé et que l'on peut se remémorer un instant euh, particulière et de réfléchir aux raisons qui ont pu nous conduire à nous engager dans cette méditation ou dans la méditation. Et ça demande aussi un engagement. Il ne s'agit pas simplement de laisser les pensées venir, mais simplement, on pourrait dire, d'une certaine manière, de les convoquer et de conduire la pensée et la réflexion. Donc, ce n'est pas simplement se laisser submerger par les pensées qui apparaîtraient, mais être présent et d'une certaine manière les inviter à être là. Et à ce moment-là, on peut dire que c'est analytique. L'analyse, elle repose aussi sur notre engagement. Elle ne repose pas uniquement sur le simple fait d'être et de contempler. Elle nécessite notre implication d'une certaine manière. J'espère que j'ai répondu à peu près aux questions des uns et des autres. Ok. Donc s'il n'y a plus de questions, je vous invite donc à regarder à présent la vidéo de Mingyur Rinpoche sur l'aspiration et la motivation, en gardant toujours un esprit curieux et peut-être avec une certaine émotion, puisque vous vous êtes souvenu d'un moment où justement vous aviez vous-même éprouvé une forme d'aspiration, de motivation, de désir à méditer,
et que maintenant, ce moment-là, on va essayer de l'intégrer dans notre pratique quotidienne et dans notre vie quotidienne. Et tout ça dans l'idée qu'en fait, il n'y a finalement jamais rien à fabriquer, que ce désir d'être heureux, qui se traduit peut-être par notre désir de vouloir méditer, est déjà présent en nous, il s'agit simplement de le regarder. When I was young, I practiced meditation. And when I begin to meditate, of course, my father and my grandpa always suggest me to develop motivation. So I always do that, but sometimes forget. I remember the first time when I learned how to read the Tibetan letter, ka, 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 from my grandpa. So we read a little bit. He asked me to read. I have to repeat what he said. And he said, "Wait a minute. Develop motivation." So I don't know what is motivation. I'm thinking I'm going to learn ka, ka, ka for my mom, grandma, and the people in the village. But it's really helped me in my mind. So a sense of meaning. When you put some meaning, the kind of like goal, the positive goal, why are you going to practice meditation? It really helps. So this is important. And the second important thing is when you're going to meditate, don't expect something very special experience about your meditation. So think that I'm going to meditate, but whether I have good experience or not, I don't care. So normally when I do meditation, I tell myself, the wish to meditate is more important than some actual experience of meditation. Because some actual experience of meditation comes and goes up and down, especially at the beginning. So you cannot trust this experience. Nevertheless, even you are having awful meditation experience right now, but still in your mind you're trying and you wish to meditate. So if you wish to meditate and then try, awareness is right there. Soon as if you want to meditate, awareness is right there. And that wish will bring you authentic meditation experience in the future. So sometimes what we call zero meditation. When you meditate, there's no sense of calm, joyful, clarity, non-conceptual experience, nothing. But still you have wish to meditate and then trying that wish continues, you're trying continuously. So awareness is still there, although there's no particular taste. So there's no meditation, but you are trying. So zero meditation. So that's perfectly okay. So don't expect that I'm going to meditate. Let's see, today I'm going to make my mind calm, peaceful, blissful, peace. Don't do like that. So I'm going to try. Whether I have good experience or not, don't care. Just I want to try my best. So these two things are very important at the beginning. So put the meaning that why you're going to meditate is for others. So that's the compassion. And don't expect too much. Zero meditation. Voilà, donc je crois qu'on ne peut pas mieux dire. Comme on le fait habituellement, on a préparé quelques petites questions pour les groupes de discussion qui vont avoir lieu. Et donc Raphaël vient de les poster dans le chat, mais je vais les relire pour vous tous.
Donc la première question, c'est selon vous, que veut dire Mingyur Rinpoche quand il dit le désir de méditer est plus important que l'expérience de la méditation? Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez dans votre propre pratique? Et si oui, comment? La deuxième question, avez-vous déjà médité sans établir ou poser votre méditation avant une session? En fait, sans établir ou poser même votre aspiration et votre motivation avant une session? Et en le faisant, si oui, avez-vous constaté une différence entre les deux types d'expériences? Et enfin, la troisième question, avez-vous déjà commencé à méditer en ayant des attentes particulières quand vous méditez, puisque Rinpoche en parle, et quand vous n'en aviez pas? Et si oui, pareil, si oui, avez-vous constaté une différence? Et donc, je vous invite pour ces trois questions vraiment à vous fonder sur votre propre expérience de la méditation. Et donc, j'invite ceux et celles qui évoquaient le fait de repenser pendant la méditation analytique au désir qu'ils avaient eu de méditer à un moment donné et à toutes les émotions qui sont arrivées ou à toutes les réflexions que ça a suscité ou même à l'expérience de méditation qui était décevante. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut simplement ouvrir la discussion à soit des remarques que vous avez trouvées intéressantes dans vos groupes de discussion ou des questions que vous auriez ou des choses qui pourraient vous aider à mieux pratiquer. Je serais euh, ravi d'échanger avec vous. Et comme toujours, vous avez la possibilité d'écrire vos remarques ou vos questions dans le chat ou bien de prendre la parole si vous le souhaitez. Ah tiens, Sylvie se plaint que j'ai interrompu son échange avec Ilham et Marie-Paul. Mm. Donc je pense que c'était un bel échange. Et en attendant, personne n'a encore levé la main. Je pense que sans doute quelqu'un est en train de rédiger une question. Je suis Et resté voilà. avec la question, est-ce que méditer pour calmer l'esprit, c'est une attente? En fait, méditer pour calmer l'esprit, je pense que c'est une bonne motivation, mais il s'agit, pour nourrir cette motivation, d'explorer pour vous qu'est-ce qui se cache derrière l'idée de calmer l'esprit. Et par contre, le verbe méditer, dans ce cas-là, ça ne veut pas nécessairement dire que quand vous allez méditer, vous allez être calme. Si par contre, vous voulez être calme pendant que vous méditez, ça, c'est une attente. Comme lorsque Miguel Boce dit dans son enseignement que on développe la compassion dès lors que l'on souhaite méditer pour tous les êtres. En fait, en réalité, on développe la compassion dès lors que l'on souhaite méditer, puisque on veut méditer pour soi, pour se faire du bien, et que cette compassion, elle passe déjà par soi. Donc en fait, c'est pas le sujet, enfin, l'aspiration et la motivation, elles ne portent pas tant sur la qualité de l'expérience que l'on aura quand on va méditer, mais sur l'intention qu'on a lorsque l'on veut méditer. Et comme l'a dit Rinpoche, dès lors qu'on a une intention de vouloir méditer, quelle que soit la qualité de l'expérience, si on se rappelle ce désir et cette intention, comme une forme de rappel même au sein de la méditation, alors il y aura présence, alors la conscience sera là. Et alors, on méditera. S'il n'y a pas de remarque particulière, Raphaël, tu veux intervenir et dire et partager quelque chose? Ah, il y a un nouveau message. L'intention doit-elle nécessairement être tournée vers les autres? Pas nécessairement, en fait. Je crois que ce qui est important au départ, c'est de sentir en soi ce désir
de méditer. Et de prendre conscience qu'en réalité, ce désir de méditer, il est relié à notre désir de vouloir être heureux, et que ce désir de vouloir être heureux, il est partagé par tous ceux qui s'engagent dans la méditation d'une part, ou qui sont réunis là ce soir, et progressivement de voir qu'on partage tous ce désir d'être heureux. Et ça n'est qu'à partir du moment où on aura une meilleure conscience que ce désir que je ressens est aussi celui que l'autre ressent, qu'on pourra alors être davantage tourné vers les autres. Mais c'est presque, je dirais que c'est presque consubstantiel à l'intention, à l'aspiration et à la motivation que d'être finalement tourné vers les autres. Puisque on est nécessairement déjà tourné vers soi lorsqu'on s'engage dans ce chemin, et qu'en se tournant vers soi, on apprend à se tourner vers les autres. Mais par exemple, vouloir méditer parce que l'on veut être bon avec les autres, si c'est un désir et un souhait que l'on a, ça me semble tout à fait noble, tout autant que le désir de vouloir méditer pour se sentir soi-même heureux dans la vie. Et en fait, on est simplement en train de déployer une variété de formulations pour finalement dire la même chose, parce que être heureux dans la vie, si on explore ce qui nous rend réellement heureux dans la vie et un bonheur qui est inaltérable et sans dépendance, d'une certaine manière, ou un bonheur authentique, alors c'est associé au bien-être des êtres, à la bonté, à la générosité, à l'ouverture. C'est beaucoup plus facile d'éprouver de la compassion en méditant pour tous les êtres que dans la vie réelle. Eh bien, peut-être que vous pourriez simplement essayer de porter votre attention sur les moments dans votre journée qui vous touchent. Je suis sûr que au cours de certaines de vos journées, vous pouvez être touché par quelque chose, par quelqu'un, par un individu, quel qu'il soit, par une personne que vous croisez, dont le visage vous rappelle quelque chose. Et à ce moment-là, il y a une forme d'ouverture qui s'opère. Lorsque vous croisez quelqu'un qui vous semble triste, je suis sûr que vous éprouvez de la compassion. Mais c'est l'attention qu'on va porter à l'expérience que l'on ressent à ce moment-là qui va faire que cette compassion va s'installer progressivement, elle va se développer plutôt progressivement en nous, puisqu'elle est déjà. Et ce qui se développe, c'est pas tant d'ailleurs la compassion en tant que telle que la conscience que l'on a d'elle. Donc c'est plus facile en effet d'être conscient de notre compassion lorsqu'on médite, et lorsqu'on médite sur la compassion. Et parfois même, c'est pas forcément plus facile, croyez-moi. Surtout si vous vous engagez dans le programme Joie de Vivre 2, vous verrez que parfois c'est pas aussi évident que ça, et que parfois on a la sensation de ne ressentir absolument rien. Et finalement, dans la vie quotidienne, on est aussi, comme on a le rythme de la vie qui s'accélère, on n'est pas forcément attentif à cette qualité de compassion qu'on a en nous. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente. Et ça ne veut pas dire qu'on ne l'éprouve pas. Alors, on a Isabelle qui a levé la main. Oui. Vas-y Isabelle, si tu veux poser ta question, c'est à toi. Et c'est toi qui dois réactiver ton micro. Je ne peux pas le faire d'ici vu que c'est toi qui l'avais coupé. Excusez-moi. Bon, oui, dans le petit groupe avec Liliane, on a eu une réflexion intéressante au sujet de l'attente. C'est-à-dire qu'en fait, on se demandait, et elle me demandait si j'avais des attentes au moment de la méditation, et je lui disais que je savais pas vraiment, que dans la pratique, sur le coussin, je pense que dans le fond, j'en ai, mais je suis toujours un peu, j'ai peut-être des attentes qui sont indues, dans la mesure où je pense toujours que je suis pas assez attentive à la richesse des sensations, des émotions, des idées qui se développent, etc. Mais qu'en même temps, ce que je m'apercevais qu'en fait, dans la vie quotidienne, en réalité, il y avait un résultat assez notable dans la mesure où je pense que je suis beaucoup plus, et grâce à la méditation, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus présente aux autres, à des tas de détails
auxquelles je n'étais pas présente auparavant. Donc, en fait, même si la pratique ou sur le coussin peut être décevante par rapport à des attentes qui sont indues, je pense qu'en fait, elles portent leurs fruits. Et c'est un peu le message que je voulais transmettre, parce que Liliane me disait que c'était la même chose pour elle, avec ses patients, moi avec mes élèves ou avec le public quand je donne des conférences, je m'aperçois en fait je suis beaucoup plus présente là que je ne l'étais auparavant. Et ça, je crois que c'est un des grands bénéfices de la méditation, et que l'attente, elle ne doit jamais être immédiate, mais de toute façon, on a un bénéfice extraordinaire. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Isabelle. Et pour ajouter à ce que tu viens de dire, qui est déjà très clair et très riche, simplement vous rappeler les enseignements de Mingyur Rinpoche qu'on a vus ensemble depuis maintenant plusieurs semaines, mais aussi les enseignements qu'il donne le dimanche depuis l'Inde en direct. Vous dire combien à chaque fois, finalement, il nous dit que dans chacun de ses enseignements, que par le simple fait d'être présent, par le simple fait de laisser l'esprit demeurer tel quel et d'être présent, alors il y a toutes ces qualités qui se déploient d'elles-mêmes, qui sont associées à la bonté fondamentale. Et au fond, être conscient, c'est prendre soin, c'est développer la compassion, c'est développer le désir, c'est développer la joie, c'est développer l'équanimité, etc. Donc d'une certaine manière, ça rejoint ce que disait Isabelle sur le fait qu'on se rend compte dans notre vie quotidienne qu'on est davantage présent, qu'on est plus ouvert. Et si on est un tout petit peu plus attentif à cette ouverture, on se rendra compte que avec cette ouverture jaillit naturellement et apparaît naturellement la compassion et l'amour. Et que ce qui est magnifique, c'est qu'on se rend compte alors que, en étant simplement présent, on laisse se révéler les choses plus qu'on les crée. Parce qu'on ne peut pas créer ce qui est déjà créé. Donc une remarque de Denise, dans la vie courante, des émotions s'élèvent parfois et peuvent être suivies de réactions de notre part que l'on ne voudrait pas. C'est très inconfortable, que l'on n'aime pas du tout. Oui, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on les voit déjà, ces réactions. Que l'on ne les aime pas, c'est une chose. Mais en tout cas, il faut déjà se réjouir d'être capable de les voir, parce qu'en fait, si on est attentif au monde tel qu'il va, on se rend compte qu'il y a beaucoup de réactions que les gens ont, et très probablement ces réactions, elles ne sont même pas conscientes d'une certaine manière, elles sont simplement une réaction immédiate qui est ancrée dans des schémas habituels de comportement et qui ne sont jamais réellement posés et réfléchis. Et donc la première des choses à faire, au-delà du fait qu'on n'aime pas ces réactions qu'on pourrait avoir, et ça, je dirais que c'est tout naturel, mais pour éviter de trop rentrer dans le discours de je n'aime pas la réaction que j'ai eue, c'est pas bien, c'est mal, il faut que je change, simplement essayer de faire le souhait d'être attentif la prochaine fois que je vais être dans cette situation à cette réaction, puisque je l'ai identifiée, je l'ai reconnue, et de simplement faire le souhait d'être attentif à cette réaction et la simple attention qu'on va porter à cette réaction quand elle va apparaître, parce qu'on en a eu l'intention. À un moment donné, ça va être possible de la voir, cette réaction potentiellement arriver, et cette réaction va durer un peu moins longtemps. Et alors à ce moment-là, il faudra se réjouir, non pas se blâmer que cette réaction soit à nouveau apparue, mais se réjouir d'avoir pu la voir arriver et d'avoir finalement, parce qu'on en a eu conscience, qu'elle n'ait pas duré aussi longtemps, qu'elle se soit transformée d'une certaine manière. Et simplement une remarque de Marie-Vonne que je vais lire pour la partager avec vous. Quand j'ai découvert l'aspiration et la dédicace, avant et après la méditation, dans un groupe de pratique, cela a donné plus de sens à ma méditation. Et donc envie de continuer chaque jour, même si c'est pour 10 minutes. C'est exactement ça, Marie-Vonne, c'est exactement ce que dit Mingyur Rinpoche, c'est donner du sens, en fait, à ce qu'on fait. Et si on réfléchit bien, on donne souvent beaucoup de sens à nos actions, à nos intentions, enfin à nos actes, à nos interactions. En fait, quand on travaille, on donne du sens au travail qu'on accomplit. Quand on interagit avec des personnes, on donne du sens à ces interactions-là. Alors, oui, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on accomplit qui nous paraissent dénuées de sens, mais on sait aussi parfois pourquoi on les fait.
en ce moment, dans mon travail, je suis en train de remplir un certain nombre de documents. Tout ça n'a aucun sens au final, mais je sais pourquoi je le fais. Parce que c'est utile en réalité. Et ça n'est pas utile qu'à moi pour conserver mon poste, mais c'est utile aux autres. Et que cette simple sensation d'être utile me suffit à accomplir des tâches qui me paraissent peut-être dénuées de sens, mais c'est cette sensation d'être utile qui donne du sens à mon engagement et à mon action. Donc il nous reste quelques minutes. Je voudrais peut-être revenir sur un tout petit point. Et je l'ai déjà dit, alors peut-être que ceux qui sont souvent là m'ont déjà entendu le dire, mais je voudrais vous dire déjà combien je sais que vous avez tous cette qualité d'aspiration et d'intention en vous pour méditer, et que je vous invite à chérir cette intention que vous avez, à, à éprouver une forme de gratitude et à vous sentir aussi chanceux de pouvoir sentir ce désir en vous, parce que on a une preuve évidente. Lorsqu'on a commencé ces sessions avec Raphaël, il y avait plus d'une centaine de personnes, presque 120 personnes. Aujourd'hui, on est 29. Et ça n'est pas parce que les autres sont pas bons et qu'on est bon, ou l'inverse, mais c'est parce que c'est difficile. Le chemin de la méditation est un chemin difficile, et ce qui le rend moins difficile, c'est le fait d'apprendre progressivement à être doux avec soi et de savoir petit à petit ce qui a du sens pour nous. Et incontestablement, en nous rejoignant encore ce soir, puisque je vois parmi vous un certain nombre de visages que je reconnais et que j'ai découverts avec ces sessions-là. Certains d'entre eux, j'avais eu la chance de les rencontrer auparavant, mais j'ai vraiment découvert beaucoup de nouveaux visages, et je sais que ces visages étaient là depuis le début, et je vous invite vraiment à vous réjouir de ça, et à prendre conscience que le simple fait de vous être connecté ce soir, c'est l'expression de votre bonté fondamentale, c'est l'expression de votre amour, c'est l'expression de, de votre aspiration et de votre compassion. Donc, avant de terminer, je voudrais dire que, évidemment, on est très conscient. Alors d'abord, d'une part, de la difficulté que ça a pu être pour certains de nous rejoindre constamment, mais je n'ai pas à vous le dire puisque vous nous avez rejoints. Mais on est très conscient du désir que chacun d'entre vous avait, en particulier pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des groupes près de chez eux, de pouvoir continuer à pratiquer en ligne avec nous et à maintenir une relation plus ou moins régulière avec nous, qu'on a évidemment beaucoup appris, Raphaël et moi, en animant ces sessions, et qu'on on va faire de notre mieux à la lumière de nos disponibilités respectives pour maintenir d'une manière ou d'une autre ce lien, peut-être moins régulier parce que évidemment le temps nous est toujours un peu compté et qu'on n'est pas toujours maître de son temps. Mais en tout cas, on a le souhait, à partir du mois de septembre, de créer une forme de relation avec tous ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre physiquement, si on parvient à recommencer nos sessions, en tout cas à Paris, et à recommencer nos programmes en présentiel un peu partout en France. On a le souhait de au moins permettre à ceux qui ne peuvent pas se joindre à ces programmes, peut-être une fois par mois, on n'a pas encore décidé de la récurrence, mais en tout cas d'essayer d'établir une forme de lien en ligne, parce que finalement, c'est assez facile pour chacun d'entre nous, mais ce qu'il nous faut, c'est évidemment du temps et les moyens pour le faire. Voilà. Donc, on a bien entendu vos souhaits. Juste pour vous redire que les sessions de méditation du YouTube Live vont continuer, en fait, jusqu'à priori au moment des retraites qui sont organisées par Tergar International et qui commencent le 11 juillet,
puisqu'on ne pourra pas à la fois, en ce qui nous concerne, nous occuper des retraites et en même temps continuer à guider ces méditations sur YouTube. Donc le programme est extrêmement riche, mais en tout cas jusqu'au 11 juillet, vous aurez la possibilité de continuer à me voir le lundi, à condition que mon emploi du temps me permette d'arriver à l'heure pour être en face de mon ordinateur à 19h, ce qui est loin d'être sûr à l'instant même. Mais en tout cas, le lundi et le vendredi, on va maintenir ces sessions YouTube Live, donc de méditation guidée. Et si, par le pur des hasards, on s'engageait dans quelque chose d'autre, on ne manquerait pas de vous le faire savoir. Et en tout cas, vous aurez un programme extrêmement riche en ligne pour ceux qui le souhaitent tout au long du mois de juillet. Ça s'étend du 11 juillet jusqu'au 10 ou 11 août, je crois. C'est en partie sur les week-ends, quand le programme dure 2 jours, mais c'est peut-être samedi, dimanche, lundi, je crois, parce que les programmes durent à minima 3 jours. Donc je vous souhaite de pouvoir vous rendre disponible pour ces sessions avec Mingyur Rinpoche, avec les instructeurs, qui seront évidemment traduites en français, pour ceux qui ne peuvent pas comprendre l'anglais, et qui sont extrêmement riches et qui s'ouvrent par un programme Joie de Vivre 1. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous informe juste que le programme Joie de Vivre 2, auquel j'ai participé en ligne avec Mushin Kelly, vient d'être lancé très, très récemment, et qu'il est accessible à tous ceux qui comprennent l'anglais pour un tarif relativement modeste, et que vous pouvez faire ce programme en ligne à votre propre rythme. Il n'est malheureusement pas encore disponible en français, mais pour ceux qui comprennent l'anglais, en tout cas, c'est aussi une opportunité de maintenir le lien, puisque vous avez accès à des méditations guidées de Mingyur Rinpoche, des méditations guidées des instructeurs, des courtes vidéos de Myoshin, de moi, et d'autres instructeurs et facilitateurs. Et aussi, vous avez accès à un forum de discussion, à des webinaires qui sont organisés. Voilà. Donc, on arrive à la fin, et je vous invite simplement à prendre quelques instants pour vous réjouir d'avoir accompli ce long et vaste programme, pour entrer en amitié avec vos émotions, en espérant que maintenant elles sont vos amis et vos alliés, et quand bien même elles ne le seraient pas toutes devenues, on ne peut que faire le souhait qu'elles le deviennent. Prenez vraiment tous très très soin de vous. Je ne saurais comment vous exprimer ma gratitude pour votre présence, pour votre chaleur, pour votre générosité. J'ai tellement appris pendant cette période grâce à vous que je ne peux que me réjouir à l'idée de pouvoir vous retrouver très bientôt. Voilà. Prenez soin de vous et belle soirée à tous.